Bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver dans cette salle de l'auditorium du lycée Potier qui accueille pour cette matinée les rendez-vous philosophiques d'Orléans-Tours dont la thématique retenue cette année est étranger. Alors en premier lieu, je voudrais remercier Monsieur Bernard Place, proviseur du lycée, pour avoir accepté la participation du lycée Potier à cet événement, et également remercier Monsieur Braun, ici présent, dont l'enthousiasme et la bienveillance nous ont permis de nous embarquer dans cette aventure. Je voudrais tout d'abord vous dire deux petits mots sur ces rendez-vous philosophiques d'Orléans-Tours, parce que c'est une idée qui a germé, voilà 3 ans déjà, dans l'esprit d'une professeure de philosophie du lycée Voltaire, Madame Isabelle Crière, dont le projet était en fait de chercher à fédérer tous les lycées qui le souhaitaient autour d'une idée relativement simple et très très généreuse, pouvoir penser ensemble et faire en sorte qu'un temps de l'année puisse être accordé à une réflexion sur les grands enjeux contemporains, dans le but de pouvoir donner aux élèves, aux étudiants, mais à un public aussi beaucoup plus large, la possibilité de se constituer une sorte de petite boîte à outils intellectuelle, dans le but justement de pouvoir vous permettre d'éclairer ces grands enjeux. Alors, l'esprit de ces rendez-vous philosophiques d'Orléans-Tours, c'est de chercher à essayer de lutter contre une sorte d'entre-soi, de repliement qui est toujours un petit peu stérile quand on cherche à réfléchir et quand on cherche à poser un examen critique. Et c'est ce qui explique les deux options très fortes de ces rendez-vous. D'une part, faire en sorte que les lycées puissent s'ouvrir à un public qui n'est pas forcément le leur, et conjointement faire en sorte que ces rendez-vous philosophiques d'Orléans puissent s'accueillir dans des lieux qui ne sont pas forcément des établissements. Cette année, c'est la médiathèque, le FRAC, la librairie des temps modernes, etc., pour que vous puissiez vous-même prolonger en fait les réflexions qui ont pu être menées dans les établissements. Il y a une autre option qui est forte aussi, c'est qu'on a choisi cette année de faire en sorte que les intervenants puissent venir d'horizons qui ne soient pas purement philosophiques et qu'il puisse y avoir un regard pluriel sur cette thématique. C'est ce qui explique que des intervenants venant de la littérature, de la philosophie certes, mais aussi de la sociologie, du droit, de l'histoire géo, etc., de la psychanalyse aussi, puissent venir éclairer à partir de leur propre ordre de discours cette thématique-là. Alors, pour cette matinée, nous allons nous exercer à quelque chose de plus philosophique, à un exercice plus philosophique, puisque nos deux intervenants sont philosophes de formation et ont choisi de pouvoir aborder la thématique étrange-étranger à partir d'un prisme bien spécifique qui est celui de la catégorie de l'ennemi. Bien sûr, l'étranger n'est pas substantiellement un ennemi, mais il est toujours potentiellement celui qui peut être vécu, représenté, pensé comme tel. Et l'étranger nous fait faire une expérience qui est l'expérience de l'altérité, de l'autre, du tout autre. Et lorsque cette altérité se fait agressive, se fait hostile, eh bien on va parler tout simplement d'une altérité qui est une altérité ennemie. L'idée, c'est que l'actualité d'une réflexion sur l'ennemi, elle n'est pas contemporaine. Avoir des ennemis ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas d'hier. Et c'est vrai qu'on peut faire un constat qui est peut-être un petit peu trivial, monotone, banal, mais qu'il faut assumer en début de réflexion. C'est tout simplement le fait que les relations interindividuelles, aussi bien que les relations internationales, sont traversées de conflits, dont l'espoir est qu'ils puissent s'achever par une paix durable, mais c'est un constat trivial, banal sûrement, que de voir en quoi les guerres ne cessent pas d'exister et que la paix durable ne cesse pas d'être espérée. Alors à quoi on peut ajouter aussi le simple fait que c'est pas, je crois que c'est Machiavel qui le disait, que c'est pas parce que nous n'avons pas d'ennemis que nous n'en avons pas, et que si on peut choisir ses amis, on ne peut pas choisir de ne pas avoir d'ennemis. Donc vous voyez, bon, pour toutes ces raisons, mais aussi
comprendre que ce constat, on peut le faire sur le mode de la déploration, on peut le faire sur le mode du cynisme, mais il y a quelque chose d'irréductible dans la réflexion sur l'ennemi qui s'explique par le simple fait que notre relation à l'autre qui est étranger, à l'étranger qui peut être ennemi, est une relation qui est animée par cette dimension possible d'animosité. Actuellement et de façon plus contemporaine, la France, depuis que la France connaît les attentats, c'est vrai que le discours de l'ennemi est un discours omniprésent. Il n'y a pas une semaine sans que les médias, sans qu'une partie du personnel politique nous rappelle cette réalité d'un ennemi qui peut frapper partout, à tout instant, etc. Et qui, de fait, est combattu par la France dans sa participation à la coalition internationale en Irak et en Syrie, et qui est combattu à l'intérieur des frontières par la mise en place de l'état d'urgence. Donc toutes ces questions et bien d'autres expliquent une sorte d'urgence à s'interroger sur l'ennemi, savoir qui il est, le nommer, le désigner, parce que pouvoir nommer l'ennemi, pouvoir le désigner, c'est aussi, par effet de miroir, parvenir à comprendre les valeurs auxquelles nous tenons, les représentations que nous nous faisons, et de parvenir à saisir le rapport que nous cherchons à instaurer avec l'ennemi, puisque l'ennemi est toujours celui avec lequel j'ai un rapport. Donc c'est sur toutes ces questions que nous allons nous interroger, et puis sûrement bien d'autres, j'imagine. Alors j'ai à ma droite Bruno Weber. Vous êtes professeur de philosophie au lycée Descartes de Tours, chargé de cours à l'université François Rabelais. Vos études vous ont tourné essentiellement vers Tocqueville et vous avez soutenu votre thèse de doctorat sur la guerre et la démocratie dans l'œuvre de Tocqueville. Je vais donc vous laisser immédiatement la parole. Nous allons vous écouter. Petite remarque, éteindre vos portables, s'il vous plaît, pour éviter de déranger la conférence. On va écouter donc avec beaucoup de plaisir la conférence de Bruno Weber, à la suite de laquelle, eh bien, ça sera à vous de pouvoir poser des questions par rapport à ce que notre conférencier aura pu dire. Je vous remercie. Oui, bonjour. Bonjour. Un petit test. Est-ce que vous m'entendez au fond? Ça va? On va essayer de faire sans micro alors, peut-être? Oui? Oui? Bon. Bien, je voudrais tout d'abord effectivement remercier le lycée Potier de son accueil. Je voudrais remercier bien sûr les rencontres philosophiques qui s'obstinent à m'inviter pour une deuxième fois. Et puis, sans trop tarder, effectivement, je vais vous parler quelque peu de la figure de l'ennemi. Alors, en préambule, je vais faire quelques petites remarques très générales, voire même qui pourront fleurir la banalité. Je vais dire trois choses. C'est qu'effectivement, l'homme, comme tout être vivant, c'est un être de relation. Au point même, d'ailleurs, qu'on peut se demander si, une fois qu'on a ôté toutes ces relations qui le structurent, qui le traversent de part en part, on pourrait obtenir une sorte de précipité ultime, une sorte en quelque sorte d'antéléchie, de téléonomie ou d'autonomie qui renverrait à quelque chose d'irréductible à ces relations. La deuxième chose, c'est que ces relations qui nous traversent, voire même qui nous produisent, qui nous engendrent, elles relèvent à la fois effectivement de la volonté, de l'action, elles relèvent aussi du pâtir, de ce que l'on subit. Et peut-être qu'on aurait tort de négliger effectivement les unes comme les autres. La troisième petite remarque que je pourrais faire en préambule, c'est que nous tenons là, peut-être, quelque chose qui relève de la culture. Vous savez très bien, effectivement, que le mot culture, aujourd'hui comme hier, est mis à peu près à toutes les sauces, mais on pourrait dire que la culture, c'est ça, exactement. Non pas se complaire dans une sorte d'identité, de rente de situation, non pas en quelque sorte jongler avec les bigarrures d'une diversité superficielle, mais simplement être à même d'être vigilant et d'assumer les exigences que suppose toute modalité relationnelle. Une fois que j'ai dit ça, j'en viens en quelque sorte à ma figure centrale, la figure de l'ennemi. Et cette figure de l'ennemi, il nous semble effectivement qu'on peut l'appréhender au travers de trois précisions. La première chose, c'est qu'on va dire que par la figure de l'ennemi, nous avons affaire à une altérité horizontale conflictuelle. Alors, bien sûr, je précise un peu cette définition, horizontalité, conflictuelle, altérité, qu'en est-il? Bon. La première chose, c'est que nous avons affaire à de l'horizontalité.
Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons affaire à une altérité qui est personnifiée. Pour le dire autrement encore, l'ennemi, ce n'est pas la menace en général, ce n'est même pas une nuisance. Donc nous avons affaire à ce qu'on pourrait appeler le même. L'ennemi, c'est quelque chose qui peut relever effectivement de la subjectivité, de la volonté, où il y a une intention. Deuxième chose, conflictualité. Conflictualité, ça veut dire qu'avec l'ennemi, il y a toujours cet horizon de violence, et même de violence ultime. Lorsqu'il y a guerre, lorsqu'il y a des ennemis qui sont désignés comme tels, nous rentrons dans la sphère de la violence. Pour le dire autrement, l'ennemi, ce n'est pas simplement un adversaire, ce n'est pas simplement un concurrent. Et troisième chose, on a parlé d'horizontalité, on a parlé de conflictualité, je voudrais aussi parler d'humanité. L'ennemi établit avec nous, effectivement, une relation d'humanité. Ça veut donc dire qu'on peut très bien respecter son ennemi. On peut très bien se reconnaître au travers de l'ennemi. Voilà. Donc ça, c'était la première chose très générale. Vous m'en excuserez, je ne rentre pas dans les détails, mais on retient en quelque sorte ces trois fils conducteurs, horizontalité, conflictualité et humanité. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est frappant au travers de l'histoire, c'est de voir combien, finalement, cette catégorie, elle est louvoyante. Elle connaît ses heures de gloire, elle est parfois refoulée. Et en la matière, si on essayait de gérer ou de se donner un regard de surplomb, on pourrait imaginer effectivement trois attitudes face à cette catégorie de l'ennemi. La première catégorie, c'est le fait effectivement qu'on va en abuser. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que nous avons affaire à une structure anonyme qui nous nuit, eh bien on va désigner des ennemis. Alors, ennemis, ça on a dû effectivement vous en parler dans vos cours de philosophie, il y a deux types d'ennemis. Il y a effectivement l'inimicus, c'est-à-dire l'ennemi personnel, il y a l'hostis, l'ennemi public. Eh bien, politiquement, on sait très bien que c'est une sorte de diversion presque obligée. On va désigner des ennemis. C'est une façon, effectivement, parfois de nous divertir de problèmes qui seraient tout aussi importants. C'est aussi une façon d'externaliser, éventuellement, des problèmes intérieurs. Et là, peut-être que vous avez entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, et qui est toujours en train, effectivement, de désigner des ennemis, voire même, il prononce le mot magique qui traverse notre phraséologie d'aujourd'hui, il parle de complot. Voilà. Donc, peut-être que l'on abuse de la catégorie de l'ennemi. Il y a une deuxième chose, c'est que peut-être qu'on a trop tendance, parfois, à la secondariser. Secondariser au sens où, en fait, l'ennemi, ce serait une relation d'échec. Voilà. Puisque notre première relation, dès que nous découvrons autrui, cette heureuse altérité, ce serait effectivement l'idée d'un lien d'empathie, de responsabilité ou que sais-je encore. Il y a une troisième façon, en quelque sorte, de se positionner à l'endroit de la catégorie, effectivement, de l'ennemi, c'est éventuellement de la récuser. De la récuser au nom d'une stratégie de condescendance, voire même, effectivement, de mépris. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans une pensée colonialiste, voire même parfois dans une pensée pédagogique, voire même dans une pensée criminologique, eh bien on va refuser l'appellation de l'ennemi. Il y a simplement l'être immature, il y a le colonisé, il y a le criminel, et alors là nous sortons effectivement de ce lien d'horizontalité que nous avons pu signifier. Bon, par-delà ces généralités, ce que je vous propose, c'est donc d'évoquer trois exemples assez différents. Un exemple tiré effectivement du siècle des Lumières, donc nous allons parler de l'ennemi dans la sphère juridico-politique. Ensuite, nous allons nous propulser dans la première moitié du XIXe siècle avec Tocqueville, et nous parlons de l'ennemi dans la réalité sociale, dans la question sociale. On se posera la question de savoir si le peuple peut être considéré comme l'ennemi de la société. Et puis, en troisième lieu, nous parlerons effectivement de l'ennemi comme catégorie qui a tendance à s'estomper, à s'effacer, à s'euphémiser au travers de nouvelles technologies de guerre, à savoir l'utilisation de ce que l'on appelle les drones. Voilà. Sans plus tarder, je commence effectivement par le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Et je vais vous parler d'un Suisse, de Suisse romande, de langue française, qui est né à Neuchâtel. Je vous parle donc des mères de Vatel. Les mères de Vatel, en 1714-1767, et qui fait paraître en 1758 un livre très important qui s'intitule « Droit des gens, au principe de la loi naturelle, appliqué à la conduite et aux affaires des nations et des souverains ». Voilà.
C'est un ouvrage très important. Les spécialistes, les érudits, les historiens effectivement du droit notent qu'entre l'année 1758 et les années 1860, il n'y aura pas moins d'une cinquantaine d'éditions en 5 langues différentes. Voilà. Et encore aujourd'hui, parfois, lorsqu'on parle effectivement du droit international, on veut bien faire d'Aimère de Battelle un des pères de ce que l'on appelle le droit international. Ça, c'est une première petite chose. Maintenant, qui est plus précisément, effectivement, ce grand juriste et diplomate de son État? Il appartient à ce que l'on appelle la tradition juste naturaliste. Alors, on vous a parlé effectivement de cette grande école dans laquelle vous allez trouver Grotius, le hollandais, Pufendorf, l'allemand, Barbeyrac aussi, Locke, Hobbes, et surtout Christian Wolff, dont Aimère de Battelle se prétend le disciple plus ou moins fidèle. Bon. Comment pourrait-on résumer cette grande tradition juste naturaliste en disant simplement qu'on part du principe que c'est par la raison que l'on va pouvoir donc établir des principes en matière de droit issus de la nature des choses, voire de la nature humaine. La troisième petite chose que je dis à propos de Aimère de Battelle, c'est qu'il nous parle du droit des gens. L'expression, peut remonter à l'Antiquité, et il lui donne un sens, une acception très moderne. C'est-à-dire que par le terme de droit des gens, il n'entend pas le droit des individus par-delà les frontières, par-delà leur appartenance à telle réalité étatique. Non, en fait, il lui donne un sens très moderne, à savoir le droit interétatique. Donc, lorsqu'il dit cela, il faut bien prendre la mesure de cet achèvement de la thématique juste naturaliste. Parce que ce droit des gens, qui est un droit interétatique, désigne aussi bien un droit naturel qu'un droit positif. Et qu'il s'agisse de droit naturel ou de droit positif, nous avons affaire à un droit justement horizontal. Ça veut dire que, n'en déplaise à Grotius, n'en déplaise parfois à Pufendorf, n'en déplaise à Hobbes, il y a un droit horizontal possible. Ça veut donc dire que l'obligatoriété de la norme ne s'inscrit pas nécessairement dans une verticalité. Voilà. J'ai dit l'essentiel. Maintenant, pour comprendre ce que va devenir la catégorie de l'ennemi chez Aimère de Battelle, il faut en quelque sorte dérouler ou déplier une sorte d'origami conceptuel en 3 plis. Alors, le premier pli, je vais passer rapidement, puisqu'il s'agit effectivement de parler de ce qu'est l'État chez Battelle. Là encore, je vous renvoie à votre cours de philosophie. On va simplement dire 3 choses. On va mettre en place 3 concepts: souveraineté, personnalité, normativité. Alors, souveraineté, vous savez très bien qu'il est courant, à juste titre, de dire effectivement que l'État va se définir par le concept de souveraineté depuis Jean Bodin au XVIe siècle. Bon, cette souveraineté, pour Aimère de Battelle, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça veut dire effectivement puissance à l'intérieur, ça veut dire indépendance à l'endroit du regard d'un empereur ou d'un pape, et ça veut dire aussi indépendance quant au jugement, quant à ce qui a trait à son bien. Donc l'État est souverain dans l'exacte mesure où lui seul peut décider de ce qui est bien pour lui. Maintenant, personnalité. Et là, il faut bien reconnaître que nous avons affaire à quelque chose de nouveau que l'on ne trouve absolument pas, que l'on ne trouve jamais dit aussi clairement dans la tradition juste naturaliste, à savoir que l'État est une véritable personnalité morale, au sens juridique du terme. Ça veut dire quoi de façon critique? Ça veut dire qu'on va s'arracher à toute conception patrimoniale de l'État. Qu'entend-on par conception patrimoniale? On entend cette idée très simple que finalement l'État appartient au détenteur de la souveraineté. Pour le dire autrement, le souverain possède la souveraineté. Alors, ça paraît un peu byzantin, passez-moi l'expression. Eh bien, pour Aimère de Battelle, ça veut dire que l'État n'appartient pas à celui qui exerce la puissance publique. Et c'est même un des pères, en quelque sorte, de cette tradition qui va insister sur l'importance ultime de la Constitution. C'est une Constitution émanée de la souveraineté du peuple qui va dire précisément qu'est-ce que l'on concède comme pouvoir à celui qui détient la puissance publique. Voilà. Dans quelle mesure, en l'occurrence, il aura le droit de décider la guerre,
dans quelle mesure il aura le droit de ratifier un traité de paix. Voilà. Il y a une troisième chose, bien sûr, lorsqu'on parle de l'État dans cette tradition juste naturaliste, c'est le problème de la normativité. Qu'est-ce que ça signifie? Pour ce qui nous concerne, on va simplement retenir deux traits. Le premier trait, c'est que les droits de l'État vont découler en toute rigueur de ses devoirs. Les droits découlent, se déduisent des devoirs. Et quels sont ces devoirs en la matière? Eh bien, ils sont doubles. C'est le devoir, effectivement, de conservation. L'État a le devoir de se conserver. Et deuxième chose, c'est le devoir de perfection. L'État a le devoir, effectivement, de se perfectionner. Et nul doute en la matière, d'un point de vue conceptuel, que la Constitution soit un ingrédient de cette perfection, en sachant que derrière la Constitution, il y a ce mot magique qui traverse tout le siècle des Lumières. Une constitution sera une bonne constitution dans l'exacte mesure où elle sera la condition nécessaire du bonheur du peuple. Voilà. Et je n'ai pas le temps, en quelque sorte, d'approfondir cette conception du bonheur qui peut renvoyer aussi bien à la puissance qu'au développement du bien-être, du commerce, etc. Maintenant, j'en viens à cette histoire de la communauté internationale. Bon. Comment est-ce qu'il pense la communauté internationale? Va-t-elle la pense sans doute de trois façons différentes. La première façon, c'est qu'il va insister sur quelque chose que ne démentirait pas effectivement notre fameuse charte de l'ONU, c'est que quel que soit le différentiel de puissance entre les États, en tant qu'ils sont souverains juridiquement, ils sont tous égaux. Voilà. De même qu'un, c'est une expression de Vattel, de même qu'un nain est un homme au même titre qu'un géant, un petit État est un État souverain au même titre, effectivement, que le plus grand des États. Et là encore, c'est un principe, effectivement, du droit international. La souveraineté fonde l'égalité des États entre eux. Il y a une deuxième chose, par-delà, effectivement, cette égalité entre puissances souveraines, c'est la notion de solidarité. Et effectivement, Vattel nous donne le spectacle d'une scène internationale où chaque État doit travailler au bonheur de la communauté internationale, parce que ce bonheur de la communauté internationale est une condition du bonheur de chaque État. Et quelle est la condition sine qua non de ce bonheur de la communauté internationale? C'est bien sûr la paix. Donc la paix sera la fin ultime de la communauté internationale. Cela va prendre une valeur très importante pour la suite. Alors, il y a quand même une troisième chose lorsqu'on parle de cette communauté internationale, c'est ce qu'on pourrait appeler l'utilitarisme, excusez-moi, de cette vision de la communauté internationale. Ça veut donc dire qu'un État, bien sûr, il doit s'occuper du bonheur des autres. Il doit être prêt même à voler à leur secours, y compris lorsqu'en 1755, par exemple, il y a un fameux tremblement de terre à Lisbonne. Bon, ça c'est une première chose. Bon. Mais il y a une deuxième chose, quand même, qu'il faut souligner, c'est qu'avant de s'occuper effectivement du bonheur des autres nations, voire même de leur pouvoir, nous nous devons d'abord à nous-mêmes. Voilà. Donc il y a priorité des devoirs à l'endroit de nous-mêmes par rapport effectivement à nos devoirs à l'endroit de la communauté internationale. Il y a une troisième chose très importante ici, c'est que bien sûr, nous devons effectivement penser aux autres nations. Nous devons nous occuper effectivement de leur bonheur, de leur perfection, mais jamais, au grand jamais, nous ne pourrons arguer du bonheur, de la perfection des autres nations pour porter atteinte à leur souveraineté, c'est-à-dire pour légitimer une ingérence ou une intervention dans les affaires de l'État. Voilà. Donc là se met en place un principe extraordinairement clair et net chez Vattel, même s'il y a solidarité, même s'il y a des valeurs partagées, vous n'avez pas, au nom de la communauté internationale ou au nom effectivement de valeurs aussi grandiloquentes qu'elles soient, eh bien à vous mêler des affaires intérieures d'un autre État, y compris bien sûr, faut-il le dire, au XVIIIe siècle, pour des raisons religieuses. Voilà. Alors maintenant, nous en arrivons quand même à ce qu'on pourrait appeler cette dramaturgie des relations internationales, cette question de la guerre. J'ai parlé de l'État, j'ai parlé de la communauté internationale, il y a un petit problème, c'est le problème de la guerre. Les États se font la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur la guerre chez Vattel? Eh bien, des choses, somme toute, assez traditionnelles et, pour d'autres, très modernes. Alors,
Ces choses très traditionnelles, qu'en est-il? C'est, premier point, c'est que pour Vattel, bien sûr que la guerre peut être juste, ce que l'on appelle le jus ad bellum. Y a-t-il une justification possible de la guerre? Poser cette question, ça nous renvoyait effectivement à l'Antiquité, ça nous renvoyait à la scolastique, ça nous renvoyait à saint Augustin, 354-430, qui s'en prenait effectivement à d'autres auteurs antérieurs, je pense à Tertullien, je pense à Lactance, je pense à Origène, qui considéraient d'ailleurs qu'au regard du message chrétien, il ne pouvait jamais y avoir une guerre juste et légitime. Bon, saint Augustin, contre Faustum, effectivement, a établi au nom du christianisme ce que l'on appelle le droit de glaive. Et saint Thomas d'Aquin, effectivement, au XIIIe siècle, va renchérir. Francisco de Vitoria, 1483-1547, au XVIe siècle, effectivement, le redira. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, si nous regardons la charte de l'ONU de 1945, si vous regardez les articles 42 et 51, on envisage la possibilité d'une guerre juste et légitime. Quels sont les ingrédients, en quelque sorte, qui permettent de dire que nous avons affaire à une guerre juste pour Vattel? Il va distinguer trois règles. Il faut que la guerre soit conforme à trois types de règles. Premier type de règle, c'est ce qu'on appelle effectivement dans le jargon juridique les règles matérielles. Pour le dire autrement, votre guerre sera juste dans l'exacte mesure où elle sera effectivement une réponse à une injustice subie. Deuxième chose, ce sera une guerre juste dans l'exacte mesure où vous allez essayer de rentrer en possession du bien dont vous avez été lésé. Troisième raison, troisième en quelque sorte règle matérielle, il y aura une guerre juste dans l'exacte mesure où vous aurez prévenu une agression qu'il est raisonnable de postuler. Donc vous voyez bien, avant même qu'il y ait eu agression, si vous avez de fortes raisons de penser qu'un autre État veut vous agresser, s'apprête à vous agresser, vous avez le droit d'anticiper cette agression. Voilà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre préventive ou la guerre préemptive. Ça, ce sont les règles ou les normes matérielles. Vous avez aussi des règles formelles, et il y en a deux. La première règle fondamentale, c'est qu'il faut effectivement que la guerre soit le fait de l'autorité publique ultime. Ça, c'est une première chose. Donc, n'importe qui, et ce n'est pas un particulier, bien sûr, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à vous de décider qu'il y a guerre entre la France, les États-Unis ou que sais-je encore. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une déclaration publique. Donc, qui est-ce qui déclare la guerre? Qui est-ce qui est autorisé à déclarer la guerre? Et d'autre part, dans quelle mesure est-ce que cette déclaration est solennelle? Je laisse bien sûr de côté le moment où vous avez été agressé. Si vous défendez, vous n'avez pas besoin d'une déclaration formelle de la guerre. C'est ce qu'on appelle les règles formelles. Et puis, il y a un troisième type de règles, par-delà les règles matérielles, formelles, il y a les règles qu'on pourrait appeler intentionnelles. Il faut que vos motifs soient justes, et soit, je vais employer cette expression qui va peut-être vous faire sourire, candide, de bonne foi. Ce que nous voulons dire par là, c'est que même si effectivement les règles matérielles sont respectées, vous avez été agressé, il faut se demander, dans votre fort intérieur de prince, de dirigeant, de décideur, de responsable, s'il s'agit vraiment de cette rupture, de ce qu'on appelle une injure, au sens juridique du terme, qui légitime et qui est en quelque sorte le motif véritable de votre action. Ce que nous dit Vattel, c'est qu'en tout état de cause, quelles que soient les raisons, vous ne devez jamais faire la guerre par esprit de conquête ou par esprit de puissance. Et si on allait voir d'ailleurs chez saint Thomas d'Aquin, il y aurait même une dernière règle intentionnelle. Il faudrait se demander dans quelle mesure votre guerre, aussi juste soit-elle, ne va pas occasionner un excès effectivement de malheur pour votre propre peuple. C'est-à-dire que saint Thomas envisageait la possibilité que même si votre guerre est parfaitement juste, si vous apercevez que vous n'avez aucune chance de rentrer dans votre droit, peut-être qu'il vaut mieux accepter a priori votre défaite. Voilà, donc, Aymère de Vattel, jusqu'à présent, s'inspire du droit naturel et reprend cette idée d'une guerre juste, jus ad bellum. Et puis, il va buter sur un problème qui est le problème de la réalité, effectivement, du droit international, c'est-à-dire le problème d'une communauté internationale où il n'y a aucun droit vertical. Bon.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs, que lorsqu'il y a une guerre, eh bien, chaque État prétend être dans son bon droit. Hein. C'est-à-dire que chacun a le sentiment, effectivement, de mener une guerre parfaitement juste et légitime. Donc, ce que pointe Emer de Vattel, c'est ce que l'on pourrait appeler l'indécidabilité de la cause juste. Chacun prétend être dans son bon droit, oui, et on peut même imaginer d'ailleurs, Vattel le reconnaît, que chacun est de bonne foi. La deuxième chose, c'est que si vous menez quand même une guerre juste, ça veut donc dire que vous êtes prêt à tancer un autre État, voire même à le punir. Eh bien, punir un autre État, c'est quelque chose qui gêne éminemment Vattel, parce que cela nous renvoie à une forme d'ingérence dans les affaires intérieures de l'État. Donc il n'est pas sûr qu'on puisse punir un autre État comme si nous avions affaire à un État criminel. Et puis il y a un troisième problème, c'est que si vous pouvez dire que la guerre est juste, et on voit bien qu'en la matière, on ne peut jamais trancher le différend, les autres États qui composent la communauté internationale vont vouloir s'en mêler, et là encore de bonne foi. Donc, on a un triple problème. Premier problème, droit horizontal, indécidabilité, effectivement, de la cause juste. On n'arrive pas à identifier qui est dans son bon droit. Et de toute façon, les deux ne peuvent pas être dans leur bon droit au même moment. Deuxième chose, ça remet quand même en cause l'idée de la souveraineté de l'État. On va vers une sorte de criminalisation de l'État qui serait indûment rentré en guerre. Troisième petite chose, nous allons assister à une extension du conflit au nom de la cause juste. Or, le problème, il est bien là, c'est que Vattel nous dit que finalement, la justice exacte, mise en place par le droit naturel, en sa rigueur, c'est quelque chose de parfaitement respectable, mais il y a une valeur plus haute que la justice en sa rigueur exacte, c'est la paix. Donc, on assiste dans l'œuvre de Vattel à une sorte de retournement. On va, passez-moi l'expression, ne le notez même pas, ça restera entre nous, on va laisser tomber le droit naturel, ou plus exactement, le droit naturel va se défausser au nom d'un droit positif qu'on va appeler le droit volontaire. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on va laisser tomber la question de la cause juste. On ne va plus se demander qui est-ce qui était dans son bon droit lorsque la guerre a éclaté. En revanche, on va demander aux États de se mettre d'accord sur certaines règles dans la conduite de la guerre, de telle façon que la paix puisse être obtenue et atteinte le plus rapidement possible. Vous l'avez compris, on va passer du ius ad bellum à ce que l'on appelle aujourd'hui le ius in bello, ce que l'on appelle encore, si je traduis, le droit international humanitaire ou le droit des conflits. Et je vous renvoie aux conventions de Genève de 1949 avec les addenda de 1977. Ce qui est important, ce n'est pas pourquoi vous faites la guerre, c'est comment vous la faites. Au point même d'ailleurs que Vattel envisage la possibilité qu'au départ, un État aurait fait une guerre parfaitement juste. Mais s'il fait cette guerre, s'il conduit cette guerre avec effectivement des principes, avec des modalités totalement illégitimes et inhumaines, on égorge, on massacre, on viole, on bombarde des hôpitaux, etc., etc., eh bien, c'est sa cause qui était juste au départ qui va devenir une cause injuste. Et ceux qui ont, au départ, été coupables, qui ont subi effectivement ce châtiment excessif, ont parfaitement le droit de se défendre. C'est-à-dire que la justice ou la justesse de la cause va changer de camp. Voilà, en quelque sorte, ce que nous propose Vattel, c'est de dire que lorsqu'il y a une guerre, lorsqu'il y a un conflit, on ne va plus chercher effectivement qui est dans son bon droit, en sachant que de l'autre côté, il y aurait effectivement un coupable, un criminel, un État criminel qu'il faudrait punir, mais on va considérer que nous avons face à face deux ennemis qui ont exactement les mêmes droits et qui s'engagent, on peut le présumer, à respecter certaines règles pour que la paix puisse un jour revenir le plus aisément possible. Donc, jus in bello, ça veut dire aussi d'ailleurs qu'on va impérativement respecter les ambassades. Si effectivement à chaque fois qu'un État ennemi vous envoie un ambassadeur, vous lui coupez la tête, on ne va pas s'en sortir. Voilà.
Donc la paix est devenue en quelque sorte cet horizon et cet impératif qui nous a amené à laisser tomber quelque peu le jus ad bellum, qui criminalise l'adversaire, qui veut punir l'État adverse, et nous nous attachons maintenant à ce qui est le plus important pour établir la paix, la façon dont vous allez faire la guerre. Je conclus en 3 points sur Aimère de Vattel. La première chose, effectivement, c'est que Vattel est très soucieux, et l'esprit des Lumières développe chez lui un certain optimisme, puisque maintenant nous avons affaire à des guerres entre troupes réglées. La guerre est en train de s'humaniser avec cette insistance sur le jus in bello. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, malheureusement, c'est qu'il y a effectivement une race d'ennemis un peu singulière, c'est-à-dire des ennemis qui se gaussent, qui se moquent, qui se désintéressent des moyens employés, et c'est ce que l'on va appeler des ennemis perfides. Donc, vous voyez, vous avez au moins 2 catégories d'ennemis chez Vattel. L'ennemi ordinaire, avec lequel il faut faire en sorte de préparer la paix. On serait presque rendu chez certains auteurs, dont mon collègue nous parlera, effectivement, je pense à Julien Freud, enfin, reprenant Carl Schmitt. Et puis, malheureusement, il y a ce qu'on appelle les ennemis perfides, donc qui vont tuer les ambassadeurs, qui vont employer tous les moyens possibles et imaginables. Et ces ennemis-là, ce sont effectivement des adversaires de la communauté internationale. Il y a une troisième petite chose que je dis très rapidement, c'est que tout ce que je viens de vous raconter, en présentant sommairement Aimère de Vattel, et c'est un des aspects peut-être très importants de son œuvre, eh bien on va l'appliquer maintenant aux guerres civiles. C'est-à-dire effectivement que ce transfert de la cause juste, de la prétention à identifier la cause juste, vers les règles qui encadrent la conduite de la guerre, c'est valable pour les relations entre les nations souveraines, c'est aussi valable à l'intérieur d'un État lorsqu'il y a une sorte de partition, de division, ce qu'on appelle une guerre civile. C'était mon premier exemple pour montrer effectivement que la catégorie de l'ennemi, ça désigne bien effectivement un rapport de violence, la guerre, mais qu'on peut imaginer une sorte de hiérarchie dans cette catégorie. Sans plus tarder, je passe à un autre exemple. Alors, nous passons au XIXe siècle, nous passons dans la première moitié du XIXe siècle. Et je vais même faire un bond jusqu'au XXe siècle. À savoir qu'en 1958, un éminent professeur au Collège de France, démographe de son État, qui s'appelle Louis Chevalier, va écrire un ouvrage dont vous avez peut-être entendu parler en sciences économiques et sociales, à savoir cet ouvrage dont le titre est « Classe laborieuse, classe dangereuse ». Ouvrage très très classique, remarquable et en plus bien écrit, ce qui ne gâche rien. Ouvrage dans lequel il montre combien dans la première moitié du XIXe siècle en France et plus particulièrement à Paris, vous avez une assimilation, vous avez en quelque sorte une correspondance entre, sur le plan des représentations, mais aussi sur le plan des réalités, entre ce que l'on va appeler les classes populaires, les problèmes de criminalité et les problèmes biologiques. Pour le dire autrement, vous me donnez votre espérance de vie, vous me donnez même votre taille, et je suis capable de dire dans quelle mesure vous êtes un ouvrier ou vous êtes un bourgeois, et dans quelle mesure vous êtes potentiellement un criminel ou un délinquant. Bon. Donc, problème de la criminalité, problème en quelque sorte de la question sociale au XIXe siècle, et j'en viens à Tocqueville. Tocqueville, 1805-1859, bon, grande figure du libéralisme, très souvent d'ailleurs soit caricaturé, soit instrumentalisé. Pour le présenter sommairement, je vais dire 3 choses. La première chose, c'est qu'il nous parle, il adore, c'est sa monomanie, comme il le dit, comme il le confesse dans sa correspondance, il nous parle de la démocratie. Bon. C'est quoi la démocratie? Et vous avez vu ça dans votre cours de politique, Dieu sait que le mot démocratie peut désigner tout et n'importe quoi. Ce qui fait d'ailleurs que là encore, Julien Freud nous demanderait d'y renoncer. Si on évoquait Pierre Rosanvallon, notre éminent professeur au Collège de France, il nous dirait que c'est un mot qui est une histoire. Ce n'est pas simplement un mot qui a une histoire, c'est un mot qui est une histoire à part entière. Si je renvoyais à des auteurs canadiens, je pense à Francis Dupuy-Derry, ils nous montreraient combien c'est un slogan ou un masque, ou combien ce mot renvoie à une guerre essentielle, puisque soit à une certaine époque, on va dire jusqu'au milieu du XIXe siècle, il a été un mot repoussoir,
pour ensuite devenir un slogan dont tout le monde se réclamait. Alors, démocratie chez Tocqueville, ça veut dire trois choses. Bon. La première chose, c'est que nous avons affaire, là, à un terme pour désigner un processus historique irréversible qui concerne toutes les sociétés modernes. C'est un processus. Vous pourriez me dire, il a tout loupé, parce qu'il aurait mieux fait de parler effectivement du processus qui amène l'avènement du capitalisme. Mais Tocqueville, ce n'est pas Marx. Et comme je pense à certains auteurs, on peut même le désigner comme l'anti-Marx. C'est très souvent d'ailleurs comme cela qu'il a pu être utilisé en France. Donc, un processus, une marche, toutes les sociétés se dirigent vers ce qu'on appelle la démocratie. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas simplement un processus historique, c'est une culture. Et c'est la culture de l'égalité avant tout. Maintenant, l'égalité devient la norme, que ce soit dans le domaine civil, dans le domaine politique, dans le domaine social, à charge, bien sûr, de voir dans quelle mesure est-ce qu'à se focaliser sur l'égalité, on ne sacrifierait pas éventuellement ce qu'on va appeler la liberté. Il y a une troisième chose, démocratie, ce n'est pas simplement un processus historique, ce n'est pas simplement une culture, c'est aussi une réalité sociologique, c'est le triomphe des classes moyennes. Voilà. Présenté sommairement, voici ce qu'est à peu près la démocratie pour Tocqueville. Deuxième chose, c'est que c'est un libéral. Alors, le libéral regarde la démocratie et il regarde cette démocratie, comment dire, avec trois questions. La première chose, c'est que ce qui peut l'inquiéter, c'est que finalement, on soit en train de s'en prendre aux libertés privées. C'est-à-dire qu'il va dénoncer tout ce qui, au nom de la majorité, pourrait compromettre l'indépendance individuelle. Ça, c'est une première chose. C'est un lieu commun, vous le savez très bien, pour les libéraux, apparemment dans le domaine politique, de dénoncer l'État comme étant effectivement toujours quelque peu liberticide. Qu'il soit d'ailleurs, qu'il émane de la souveraineté de l'État ou même d'un monarque absolu. La deuxième chose, c'est qu'il ne s'inquiète pas simplement effectivement pour les libertés privées, c'est quelqu'un qui a le souci de proposer une éthique. Le libéralisme se présente comme une éthique, l'éthique de la responsabilité individuelle. Et puis il y a une troisième chose, ce qui signe peut-être l'originalité de Tocqueville, ce qui fait d'ailleurs que chez les Américains, on ne le présente pas tant comme un libéral que comme un républicain, il a le souci des libertés publiques et d'un certain civisme. Et ce qu'il est prêt parfois à reprocher la démocratie et aux hommes démocratiques, c'est qu'ils se désintéressent in fine complètement des libertés publiques, ne pensant qu'à leur bien-être matériel ou à leur petite sphère privée. Il nous parle du peuple. Alors peuple, vous allez trouver que je suis quelque peu désespérant, mais tout à l'heure je vous parlais de Rosan-Vallon, ouvrage classique de Rosan-Vallon, le peuple introuvable. Qu'est-ce qu'on désigne aujourd'hui par le peuple? Alors bien sûr, vous savez très bien qu'un jour, Lincoln a proposé cette définition de la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et puis, cette formule a été reprise dans notre Constitution et on a l'impression d'avoir une définition claire et nette de la démocratie. Sauf que on ne sait jamais exactement ce que l'on met derrière cette appellation. Et on peut très bien être un démocrate et souffrir. Alors, je vais reprendre là encore une expression d'un auteur canadien que j'évoquais, Dupuy-Derry. On peut souffrir de ce qu'on appelle d'agoraphobie. Alors, qui ne désigne pas, je dirais, l'angoisse devant les grands espaces, mais l'angoisse devant le peuple. Alors, c'est quoi le peuple? Qu'est-ce que Tocqueville veut entendre lorsqu'il parle du peuple? Problème, il peut entendre trois choses différentes. Mais ça pourrait être un TP de philosophie. Écoutez vos hommes politiques. Qu'est-ce qu'ils entendent exactement par le terme de démocratie? Qu'est-ce qu'ils entendent exactement par le terme de liberté ou de libéralisme? Qu'est-ce qu'ils entendent exactement lorsqu'ils convoquent le peuple? Et vous voyez bien que vous avez toutes les instrumentalisations possibles dans la matière. Chez Tocqueville, il y a au moins trois usages du vocable du mot peuple. Première utilisation, qu'est-ce que c'est que le peuple? Ça renvoie à une identité nationale. On va parler du peuple français en célébrant effectivement sa grandeur. On va même parler d'un peuple de commerçants. Donc le peuple désigne une entité culturellement repérable et qui s'est forgée au travers de l'histoire. C'est ce qu'on pourrait appeler, mutatis mutandis, une conception, par exemple, gaulienne du peuple français. Deuxième sens,
le peuple renvoie à un principe, le principe politique de la souveraineté du peuple. Pour le dire autrement, le peuple, c'est la majorité. Voilà. Et Tocqueville, d'ailleurs, accepte, et cela ne va pas de soi, hein, dans la première moitié du XIXe siècle, je pense à certains libéraux comme Benjamin Constant, je pense à ceux qu'on appelle effectivement les doctrinaires comme Guizot, il accepte le principe de la souveraineté du peuple. Hein. Il parle de principe, parfois il parle de dogme, hein, et avec son corrélat, à savoir la règle de la majorité, même si cela l'inquiète beaucoup. Et il y a une troisième chose, et cela complique les choses, je suis désolé, par le terme de peuple, il va entendre les basses classes, c'est-à-dire les classes qui se distinguent des classes moyennes, pour le dire encore autrement, ceux qui ne sont pas propriétaires. Vous voyez bien que la chose elle est complexe, mais je ne suis absolument pas sûr que par les temps qui courent, nous soyons vraiment sortis de ces équivocités, de cette polysémie des termes fondamentaux de nos discours politiques. Alors, comment va-t-il voir le peuple? En fait, il y a eu certaines mouvances dans l'œuvre de Tocqueville, et je vais vous proposer quand même un effet de miroir. Hein. Ma première partie évoquera sommairement sa vision du peuple jusqu'en 1848. Alors, et il faut bien reconnaître que jusqu'en 1848, quel est le problème de Tocqueville? Ce n'est pas le peuple, ce ne sont pas les basses classes, ce ne sont pas les prolétaires. Hein. C'est surtout, son problème sont les classes moyennes. Voilà. Est-ce que les classes moyennes, par leur inertie, par leur fascination pour le bien-être matériel, hein, ne menaceraient pas la liberté? Donc son problème jusqu'en 1948, c'est comment est-ce que la démocratie va gérer justement le fait qu'une démocratie, c'est le triomphe des classes moyennes. Il s'inquiète de l'éthos, hein, et du sens politique de ces classes. Et ce n'est qu'autour que vous avez effectivement cette marge un peu inquiétante, mais qu'il va un peu laisser de côté dans sa problématique. Au vu de mon honorable public, je dois faire une remarque. Ce que je veux dire par là, c'est que, eu égard au temps qui nous est imparti, je vais complètement laisser de côté certains enjeux qui sont fondamentaux dans la problématique tocquevillienne. Je ne vous parlerai pas, en vous parlant du peuple chez Tocqueville, des Indiens, d'Amérique, hein, en sachant qu'il reconnaît que dans cette démocratie, on est en train de les exterminer. Je ne vous parlerai pas non plus de l'esclavage. Hein. La démocratie américaine, c'est une démocratie où il y a encore de l'esclavage. Je ne vous parlerai pas, sujet autrement plus délicat encore, je ne vous parlerai pas de sa vision des femmes. Donc, lorsqu'il va aborder le problème du peuple, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, présentement, je dis bien que je vais devoir laisser de côté tous ces enjeux qui sont quand même fondamentaux. Bon, alors, une fois que j'ai dit ça, comment est-ce qu'il voit le peuple jusqu'en 1948? On va dire trois choses. La première chose, c'est que Tocqueville, c'est un voyageur. Bien sûr qu'il est allé aux États-Unis. Hein, en 1831 et 1832, il a ramené son premier ouvrage. Mais il a aussi voyagé partout. Et surtout, en 1833, 1835, il va voyager en Angleterre et en Irlande. Et en Angleterre, en Irlande, ça va être l'occasion de découvrir pour lui ce qu'il avait négligé aux États-Unis, eh bien, le monde ou les villes industrielles. Voilà, en juillet 1935, par exemple, il est à Manchester, et il nous dit quand même des choses extraordinaires là-dessus. Alors, cette découverte du voyageur, qu'est-ce que ça veut dire? Première chose, effectivement, c'est que le monde ouvrier, c'est un monde aliéné. Il n'emploie jamais le terme, hein, mais il sait ce qu'est la division du travail. Ça, c'est une première chose. Il voit combien cela va aliéner les esprits. Il le voit parfaitement. Et ça, c'est un grand problème. Il voit tout, il voit aussi bien que Marx, hein, et que Engels, et que d'autres, je pense à Villermé, qui écrit des ouvrages classiques en la matière. Hein, il voit combien le travail moderne, parcellisé, divisé, est vecteur d'aliénation intellectuelle. La deuxième chose, il voit très bien que cette aristocratie manufacturière est d'un égoïsme, hein, d'une indifférence absolue, d'une absence totale de responsabilité à l'endroit de ses employés. Jamais on n'a vu une aristocratie aussi insensible et aussi indifférente. Dureté, hein, de l'aristocratie manufacturière. Au point même d'ailleurs qu'à Manchester, il nous dit, devant une ville comme
Manchester, est-ce qu'on peut vraiment encore parler de démocratie? Hein, vous avez des esclaves, vous avez des maîtres. Et puis il y a une troisième chose qui est belle à noter, c'est qu'il découvre, et il en est effaré, monsieur de Tocqueville, c'est que les ouvriers sont parfois fiers d'être ouvriers. En 1935, par exemple, il assiste à une séance, à une discussion électorale, et soudain, il y a un homme qui prend la parole, hein, et il est, d'ailleurs Tocqueville, qui n'a jamais été un grand orateur, il est totalement subjugué par cette parole, par cette rhétorique, et à la fin, cet homme, figure ignoble, nous dit Tocqueville, pour le dire autrement, c'est qu'il était un peu ouvrier d'apparence, eh bien dit, en s'adressant au public, hein, j'appartiens aux plus basses classes, et il en est fier. C'est en 1935, et vous savez très bien justement qu'en 1932, en France, vous avez un homme qui est né d'ailleurs la même année que Tocqueville, en 1805, qui se retrouve hein, devant un tribunal à la suite de la révolte des Canuts à Lyon, et qui dit « Je suis fier d'être prolétaire ». Cet homme-là, né la même année que Tocqueville, surnommé l'enfermé parce qu'il a passé beaucoup plus de temps en prison que dehors, c'est bien sûr Auguste Blanqui. Donc c'est quelque chose qui fascine littéralement Tocqueville, c'est que les ouvriers, les prolétaires, les basses classes, eh bien, sont fiers de leur appartenance sociale. Ça, c'est un premier aspect, je dirais, le voyageur Tocqueville. La deuxième chose, c'est que en 1835, il va devant l'Académie de Cherbourg. Il est d'origine normande, hein, il a été pendant très longtemps député de Normandie, en l'occurrence de Valogne. Eh bien, il va produire un texte très célèbre, un manifeste sur le paupérisme. Il s'intéresse à la pauvreté et il écrit. Et qu'est-ce qu'il nous dit effectivement dans ce manifeste sur le paupérisme? Il nous dit des choses extraordinaires. C'est que d'une part, le paupérisme, il est inévitable au regard, effectivement, des lois de l'économie moderne. Et il dit même à propos de la classe industrielle, je vais écorcher la citation, dans la grande fabrique des sociétés humaines, hein, je considère la classe ouvrière comme ayant reçu de Dieu la mission spéciale et dangereuse de pourvoir à ses risques et périls au bien-être matériel de toutes les autres. Vous voyez bien que c'est une phrase quand même magnifique. Bon, alors, une fois qu'il nous dit en quelque sorte qu'il n'y a pas grand-chose à faire contre le paupérisme, il y a quand même des choses à faire. Et entre autres, eh bien, les encourager à épargner tous ces pauvres ou ces ouvriers menacés, effectivement, par les crises industrielles. Donc, il va s'intéresser aux caisses d'épargne, au mont-piété. Hein. Pourquoi? Parce que quand vous épargnez, vous pouvez devenir propriétaire et donc échapper à votre statut de prolétaire. Il y a un énorme problème que vous connaissez bien, c'est que les prolétaires, ils n'ont pas simplement le défaut d'être pauvres, mais s'ils sont pauvres, c'est quand même de leur faute. Le problème fondamental des prolétaires, ce n'est pas la paupérisation, ce ne sont pas les crises industrielles, ce sont leurs mœurs. Voilà. Donc, s'ils purifient leurs mœurs, hein, ils pourront économiser, ils pourront devenir propriétaires, et on aura quand même résolu un grand problème. Tocqueville aussi, hein, en fait, je ne vous ai pas tout dit, pourquoi est-ce qu'il était parti aux États-Unis? Quel était son prétexte avec son ami Gustave de Beaumont? C'est qu'il voulait enquêter sur le système pénitentiaire. Et on est de retour, je dirais, vers Louis Chevalier. Problème, effectivement, de la criminalité, on va aller étudier le système pénitentiaire aux États-Unis, et on va voir dans quelle mesure est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer, effectivement, au monde européen. Et il va devenir un spécialiste européen du système pénitentiaire. Il sera à plusieurs reprises rapporteur de lois, hein, prétendant à modifier le régime pénitentiaire. Je dis l'essentiel, je dis simplement trois choses. La première chose, c'est que le pénitentiaire vient après le policier. Et Tocqueville, le libéral, qui se méfie du gouvernement, il considère qu'il va de soi que l'État, que la police, doit surveiller la classe industrielle. Sinon, on va à la catastrophe. Il est normal que la police se méfie des classes trop pauvres, des classes inférieures. La deuxième chose, c'est que lorsque vous êtes un criminel, eh bien, il faut bien s'attendre à ce que les droits de l'homme s'arrêtent aux portes de la prison. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes déclaré l'ennemi de la société. Et la troisième chose, c'est qu'il va mettre en place, effectivement, un système pénitentiaire, c'est-à-dire un isolement cellulaire complet, de jour comme de nuit, pour éviter la contamination, mais en se focalisant sur ce qui est un impératif quand même sociologique et politique d'un système pénitentiaire, surveiller le taux de récidive.
ça veut dire que si c'est un ennemi de la société, il n'a pas vocation à être exclu de la société. Et il faut que le système pénitentiaire, aussi sec qu'il soit, hein, lorsqu'il visite le bagne de Toulon, il considère qu'il est trop doux. Il parle effectivement des prisons bonbonnières en Suisse, que sais-je encore. Hein, il a des expressions étonnantes. Il faut effectivement que le système pénitentiaire puisse réintégrer le criminel ou le délinquant dans la société. Donc un ennemi, mais il faut faire en sorte que le système pénitentiaire n'en fasse plus un ennemi. Bon, j'ai dit l'essentiel. Nous arrivons en 1948, et là, la donne a changé. Ça veut donc dire que ce qui nous préoccupait essentiellement jusqu'alors, c'était effectivement les classes moyennes. Est-ce que les classes moyennes, par leur dédain à l'endroit des libertés publiques, ne menaçaient pas la démocratie? En 1948, il va prendre la mesure du problème social et surtout du problème ouvrier. Cela étant, il va être élu à l'Assemblée constituante de la République, il sera élu à l'Assemblée législative. Donc, il accepte tout à fait la République. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La première chose, c'est qu'il a un sentiment très vif de clivage social. Et de plus en plus, au travers de son œuvre, en 1956, il écrit un ouvrage qui s'intitule « L'Ancien Régime et la Révolution », et il nous dit, la seule chose qui compte, ce sont les classes sociales. Il parle de guerre sourde. Qu'est-ce que c'est que le peuple? C'est un monde étrange. Il a un sentiment d'étrangeté. On ne sait jamais ce que pense le peuple. Donc un monde totalement opacifié. Tout à l'heure, on parlait d'étrangeté. Là, le peuple est devenu étrange. Et il faut vraiment, vraiment être une femme. Une femme en plus qui écrit. Et comme il le dit, il déteste les femmes qui écrivent. En l'occurrence, George Sand, pour, devant ses yeux ébahis, eh bien, que cette femme puisse lui dire ce que pense le peuple. Donc un clivage qui va jusqu'au sentiment d'étrangeté. La deuxième chose, c'est que dans un discours célèbre du 27 janvier 1948, il avait annoncé la Révolution. Et désignant effectivement les classes moyennes, les classes bourgeoises, il leur disait « Nous nous endormons sur un volcan ». Donc il se livre à une critique très sévère de la classe moyenne, coupée des autres classes, totalement corrompue, vous voyez bien, hein, et ce qu'il nous dit, c'est que ces gens-là ne pensent qu'à leur intérêt, la politique. Il faut éviter les effets de résonance. La politique pour ces hommes au pouvoir, aussi bien d'ailleurs les députés que les ministres, il épingle les deux, était devenue une petite entreprise privée. Donc il est tout à fait à même de dire que s'il y a une révolution en 1948, c'est parce que les classes moyennes avaient trahi, avaient démissionné de leurs responsabilités. La troisième chose, c'est quand même le peuple qui est coupable. Et lorsqu'il s'agit effectivement de faire appel à l'armée, eh bien il n'hésitera pas à se ranger du côté effectivement du parti de l'ordre. Bon. Alors le peuple, qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Eh bien traditionnellement, le peuple, ce sont des individus qui sont livrés à leur passion, qui manquent de lumière et qui surtout eux-mêmes se désintéressent complètement des libertés publiques. Donc autant est-il prêt à critiquer effectivement les classes moyennes, autant, in fine, la révolution de 1948, eh bien c'est quand même le peuple qui en porte la responsabilité. Il y a une troisième petite chose, bien sûr, que je dois dire, et dont je n'ai pas parlé, c'est le problème de l'armée. Et pour Tocqueville, il va de soi, alors il faudrait suivre les nuances effectivement de ses manuscrits, c'est qu'il est convaincu que l'armée, c'est une menace permanente pour les démocraties. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes rendus en 1948 à la loi du maréchal Soult de 1832. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va appeler les Français sous les drapeaux, mais on va les tirer au sort. Donc soit vous tirez une mauvaise boule, et vous allez faire un service de 7 ans. Soit vous ne tirez pas effectivement de mauvaise boule, vous êtes dispensé. Mais il y a un remplacement possible. Donc si vous avez tiré une mauvaise boule, vous pouvez très bien payer quelqu'un qui va faire votre service militaire. Et ce sera même l'occasion d'une petite industrie, d'une affaire, où on va faire appel effectivement à de pauvres paysans bretons qui vont aller faire leur service militaire à la place des fils de bonne famille. La deuxième chose, c'est qu'il voit une antinomie rigoureuse entre les valeurs démocratiques, bien-être, commerce, rien de plus brillant que le commerce, et les valeurs militaires. Et il y a une troisième chose que je dis très rapidement, qui est-ce qui va s'engager dans l'armée? Qui va-t-on retrouver sous les drapeaux? Ce sont des prolétaires. Donc on est en train de donner les armes à des gens qui ne possèdent rien pour défendre soi-disant la société de ceux qui possèdent. Et déjà en 1932, Saint-Marc Girardin
s'était indigné, s'était inquiété de cette idée en disant « Méfions-nous, les barbares sont de nouveau là ». Il avait employé l'expression de « barbare », et vous êtes en train de donner effectivement des fusils à ces barbares. Donc le problème, c'est que nous avons une armée qui, d'un point de vue sociologique, sera repliée sur elle-même et qui sera essentiellement faite de prolétaires qui savent que s'ils veulent prendre du galon, eh bien, doivent être prêts à vouloir la guerre ou tout au moins à faire des révolutions. Je conclus rapidement sur Tocqueville. Le peuple n'est pas l'ennemi. Voilà. Et vous comprenez ce que ça signifie. Parce que s'il disait que le peuple est l'ennemi, il s'appellerait Karl Marx. Voilà. Qu'est-ce que c'est effectivement que le peuple, pour faire très court? Marx, il aurait pu le croiser d'ailleurs, en 48, en 45, un peu plus tard en Allemagne, voire même en 56 en Angleterre. Donc on peut imaginer un jour effectivement ce jeune homme qui n'est plus beaucoup, figure un peu jaune, croisant un monsieur à grande barbe dans les rues de Paris, ou même d'ailleurs, éventuellement, au British Museum. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Il y aura bien des ennemis, mais ce seront les criminels. Ce sont peut-être, comment dire, des pauvres de façon ponctuelle, mais la classe prolétarienne ne mérite pas, ou on va se garder de la désigner comme l'ennemi de la bourgeoisie. Je passe très rapidement au drone. Alors, avec le drone, nous parlons effectivement des guerres modernes, et nous savons très bien que lorsqu'on parle de la guerre, bon, très rapidement, on peut lui donner 3 statuts à la guerre. Soit vous en faites une sorte de nécessité, voilà. Nécessité métaphysique, on pense à Héraclite, nécessité en quelque sorte démographique, on peut penser à Boutoul, nécessité historique, on pourrait penser effectivement à Hegel, voire nécessité anthropologique, la guerre serait dans la nature humaine. Deuxième option, qu'est-ce que c'est que la guerre? C'est un ordre de valeurs. Ça veut dire que c'est l'occasion effectivement pour l'être humain eh bien, de trouver une modalité d'existence qui lui permette d'attester justement de ce qu'il y a de plus haut en lui. Troisième chose, ce sera l'instrument de la politique. Et une fois qu'on a dit ça, on sait très bien qu'entre la politique et le technologique et l'éthique, vous avez parfois des relations très tendues. Vous avez tous entendu parler, je pense, de cette fameuse bataille de Nagashino au Japon en 1575, où Nobunaga Oda, samouraï de son état, va défaire le clan des Takeda en ayant accepté d'utiliser des armes à feu, en dépit de tout ce qu'on appelle le Bushido, c'est-à-dire l'ordre des samouraïs. Donc le problème de la guerre, c'est un problème de politique, c'est un problème de stratégie, c'est aussi un problème d'éthique. Je vous parle des drones, très rapidement. La première chose, c'est quoi un drone? C'est ce qu'on appelle dans le jargon militaire Isadore. Les appellations un UAV, Humanoid Air Vehicle, c'est-à-dire un astronef non habité, UAV. Bon. Il faudrait remonter en 1944, où en fait, il y a une petite société basée à Los Angeles qui s'appelle Radioplan, et qui a décidé de faire de la publicité. Et donc on voit une ravissante jeune personne, avec des boucles, et qui tient effectivement eh bien, l'hélice d'un drone. En fait, c'est une charmante personne qui plus tard se fera appeler Marilyn Monroe. Et c'est la première fois que l'on voit effectivement une attestation d'un drone. Ensuite, les drones vont se développer très rapidement. Ils vont servir en Israël. En 90, effectivement, les Américains mettent au point les Predators, qui vont servir dans les Balkans, la guerre au Kosovo. Et en 2001, vous avez effectivement les Predators B, qui vont devenir des drones capables de délivrer ce qu'on appelle effectivement des munitions, donc capables de missions létales, c'est-à-dire armés en l'occurrence de missiles. Bon. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut valoriser l'emploi des drones? De 3 façons. La première façon, c'est que d'un point de vue politique, c'est extraordinaire, puisque un drone, ça veut donc dire que vous allez pouvoir faire la guerre et il n'y aura aucun mort de votre côté. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose, d'un point de vue économique. Si vous prenez par exemple le fameux bombardier américain F-35-2, cela coûte 200 millions de dollars. Vous prenez le drone, dernière génération, à peu près dernière génération, ça coûte 15 millions de dollars. Donc effectivement, c'est quand même une somme, mais d'un point de vue économique, c'est très rentable. Voilà. Et on comprend qu'aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, on forme plus de pilotes de drones que de pilotes d'avions. Il y a une troisième chose, on va légitimer éthiquement l'emploi des drones, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, le drone satisfait parfaitement à ce qu'on appelle le jus ad bellum,
À partir du moment où votre cause est juste, vous avez un impératif éthique, à savoir préserver au maximum la vie de vos soldats. La deuxième petite chose, c'est qu'on va légitimer aussi le drone au regard du droit international humanitaire. Pourquoi? C'est parce que lorsque vous envoyez des hommes sur un champ de bataille, eh bien parfois, ils ont tendance à se mettre en colère. Ils ont parfois tendance à tirer, et c'est même pas vrai en fait sur le fond. Enfin, je laisse de côté cet aspect. Hein. Ils s'énervent, ils se fâchent, donc parfois il y a des débordements et il y a de fâcheuses bavures. Si on est capable de mettre au point ce qu'on appelle une robotique létale, eh bien une arme automatisée, c'est-à-dire qu'on supprime l'homme dans la boucle, the man in the loop, comme ils disent, eh bien vous avez affaire à une arme parfaitement froide, qui est parfaitement capable de discriminer et qui ne tuera qu'à bon escient. Donc, il y a un argumentaire en faveur des drones. De l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Vous avez effectivement beaucoup d'associations humanitaires qui vont s'inquiéter effectivement de l'utilisation abusive des drones. Premier problème, c'est un problème effectivement politico-juridique. Ça veut dire que d'une part, on va violer un peu trop facilement l'espace aérien de pays avec lesquels on n'est pas en guerre. La deuxième petite chose, comme on peut faire la guerre plus facilement, on va avoir plus facilement tendance à la déclarer, ou même à ne pas à la faire sans la déclarer. La deuxième petite chose, c'est qu'on s'inquiète quand même du sort de ce qu'on appelle les OSD. Les OSD, c'est ce qu'on appelle les opérateurs de système de drone, les pilotes de drone. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ces gens-là sont stressés. Le taux de suicide est important. Il faut faire appel à des psychologues, à des pasteurs. Donc, il y a un drame psychologique du pilote de drone, à charge de savoir comment est-ce qu'on va l'interpréter. Pour certains, favorables au drone, c'est simplement effectivement la trop grande proximité entre le théâtre d'opération, ma station, et mon chez-moi. Et vous avez tous entendu parler, je crois qu'on a même fait des films, où le matin, entre 8h et midi, effectivement, je tue des personnes à quelques milliers de kilomètres, et ensuite je dois aller chercher les enfants, parce qu'effectivement, il y a une petite sortie scolaire, ou que sais-je encore. Première chose. La deuxième, peut-être, raison du stress ou de l'angoisse, c'est parce que ces pilotes de drones sont en train de se transformer en bourreaux fonctionnaires, parfaitement soumis à l'autorité, et que cela n'est pas quand même sans susciter en eux un certain malaise. Vous avez reconnu bien sûr le principe ou l'œuvre de Stanley Milgram. Et puis il y a une troisième chose, c'est qu'ils ne supportent pas le mépris dans lequel les tiennent les TIC. Alors les TIC, c'est les troupes in contact, c'est-à-dire les troupes qui sont sur le terrain. Et à une certaine époque, un secrétaire à la Défense avait voulu leur remettre la médaille d'honneur à ces pilotes de drones, c'est-à-dire la plus haute distinction américaine. Cela avait été un tollé sur les sites des Marines, et donc on avait dû faire machine arrière, puisqu'ils ont le sentiment, effectivement, de ne pas être reconnus par ceux qui sont véritablement des combattants. Il y a une troisième chose, c'est qu'on assiste indubitablement à une déshumanisation de l'ennemi. Qu'est-ce que c'est que l'ennemi? Il n'existe plus. Vous avez une cible, et une cible d'ailleurs qui n'est pas toujours nommément désignée, mais qui est simplement conforme à des algorithmes de pattern of life, c'est-à-dire de chaînes de mode de vie. À partir du moment où votre comportement devient un peu erratique, n'est plus le comportement habituel, coutumier, vous devenez une cible potentielle. Et c'est développé effectivement quelque chose dont on a beaucoup parlé dans les médias, qui occupe une littérature immense aux États-Unis, la mentalité PlayStation. Et on a vu effectivement des pilotes de drones, finalement, transformer leur cible en une sorte de virtualité qui leur rappelait les jeux vidéo. D'autant plus d'ailleurs que pour former à toute vitesse ces pilotes de drones, on a adapté les plateformes à ce que ces jeunes pilotes connaissaient, à savoir leur propre PlayStation. Donc l'ennemi disparaît, il est déshumanisé, on plaque dessus éventuellement les motivations du jus ad bellum, et l'ennemi disparaît en quelque sorte des radars de la pensée stratégique politique américaine. Je fais 3 petites remarques, et en 3 minutes, je peux le faire. La première petite remarque, effectivement, sur cette histoire de drone, c'est qu'on sait très bien que c'est contre-productif. Pourquoi? C'est parce qu'à partir du moment où vous me bombardez, sans prendre aucun risque, moi qui suis bombardé éventuellement, eh bien je vais être aussi lâche que vous, et je vais m'en prendre aux civils. Donc, d'une certaine façon, l'emploi des drones est aussi contre-productif que l'emploi de la torture, comme on l'a suffisamment montré. Bon, ça c'était une première petite remarque, et puis je conclus de façon plus générale peut-être sur l'ennemi
Vous l'avez compris peut-être, l'ennemi, en fait, c'est une catégorie profondément humaine, hein, qui ne signifie pas absolument la violence anonyme. Bon. Ce qui fait d'ailleurs qu'on pourrait très bien imaginer que certains refusent d'employer la catégorie de l'ennemi, puisque ce serait une façon de reconnaître que par leur comportement ou par leur violence, ils sont rentrés en guerre avec d'autres catégories. Hein. La troisième chose quand même, puisqu'on a insisté sur ce qu'il y avait d'humain dans la catégorie de l'ennemi, même de structurant, on pourrait imaginer, mais il ne semble pas que ce soit possible, une sorte de Facebook inversé. Ça veut donc dire que vous auriez des contacts qui vous demanderaient « Est-ce que tu veux être mon ennemi ?» Et là, nous sommes rendus, je dirais, au deuxième point de mes remarques générales, à savoir effectivement que l'ennemi, aussi structurant que soit cette relation, eh bien c'est quand même une relation involontaire. Voilà. Et je vous remercie de votre écoute. En fait, j'ai pas beaucoup compris le rapport avec l'étranger dans vos démonstrations. L'ennemi et l'étranger. Oui, alors, mon intervention modeste portait essentiellement justement sur l'ennemi. À un moment donné, je l'ai rencontré l'étranger justement en parlant de Tocqueville. On a quelque chose d'inconnu et qui n'est jamais vraiment personnalisé, hein, sauf de façon exceptionnelle. Ça veut dire que Tocqueville élabore quand même une sorte d'imagerie d'Épinal des représentants ou des membres du peuple. Il a par exemple son valet de chambre, et c'est un valet fidèle, et qui déplore effectivement les événements de 48. En revanche, il a un portier alcoolique. Comme il est alcoolique, il va même dire sans doute socialiste de naissance. Parce qu'effectivement, la grande menace en 48, pour Tocqueville, ce seront les socialistes. Donc des gens qui mettent de fausses idées dans l'esprit des prolétaires. Et c'est vrai effectivement que cette catégorie de l'étrange, en dehors de Tocqueville, vous ne l'avez pas chez Vatel, vous ne l'avez pas effectivement chez les drones, lorsqu'on parle effectivement des drones. Ça veut donc dire que nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler le virtuel. Vous avez la catégorie de l'ennemi, mais qui d'ordinaire fait l'objet d'une sorte de surcharge de connotations négatives et qui a même tendance à disparaître au regard de la technologie. Donc si vous me faites le procès de ne pas avoir parlé suffisamment de l'étrange, je m'en sortirai, je vous répondrai à brûle-pourpoint en disant c'était délibéré, en sachant que d'autres vous en sont sans doute beaucoup mieux parlé que moi-même. Voilà, c'est ça. Donc, je reviendrai à ma première caractéristique, c'est d'horizontalité. C'est-à-dire que l'ennemi, ce n'est pas nécessairement quelqu'un d'étranger. Vous devez pouvoir le personnifier. J'aurais une question. Vous parlez donc de l'étranger, l'ennemi, vous parlez de la classe ouvrière, Oui. qui est criminelle, qui pendant les révolutions, c'est un peu plus coupable, mais coupable de quoi? Parce que c'est le principe de la démocratie, en fait. Est-ce que vous pouvez le redire? Pardon? Non, est-ce que vous pouvez redire un peu, je suis complètement sourd. Enfin, non. D'accord. Non, parce que vous parlez de l'ennemi. Oui. Et donc souvent, vous avez parlé, quand vous parlez de Tocqueville, de la classe ouvrière, qui est un peuple criminel, pendant les révolutions, un peuple coupable. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de glissement lexical, mais que Tocqueville lui-même a tendance à freiner. Ça veut donc dire que bien sûr qu'il y a une criminalité qui renvoie à une origine sociale, indéniablement. Mais en tant que libéral, il ne peut pas dire que dans la société, vous auriez d'un côté les classes bourgeoises, et puis que ces classes bourgeoises auraient en face d'elles une classe foncièrement, structurellement ennemie. En fait, ce qui se passe, c'est que les prolétaires n'ont pas véritablement compris ce qu'il en est des sociétés. Pour le dire autrement, en me référant encore à ma rapide introduction, je dirais qu'il y a une sorte de condescendance indéniable à l'endroit, effectivement, de la classe ouvrière. Parfois, elle a du mal à comprendre, elle a du mal à entendre, elle a du mal à accepter, mais on n'en fera pas, justement, une classe ennemie. Et ne serait-ce d'ailleurs, parce que pour Tocqueville, il ne s'agit absolument pas de dresser une couronne
de Laurier à la classe moyenne. C'est quelqu'un qui, pour des raisons idiosyncrasiques, personnelles, psychologiques, morales, ne se reconnaît ni dans la classe moyenne, avec ses valeurs commerciales, matérialistes, dirait-il, ni bien sûr dans cette classe très très étrange. Et il y a des moments où, lorsqu'il rencontre une femme du peuple, c'est une figure d'apocalypse, c'est une sorte d'apparition. Il parle de figure diabolique. Voilà. L'idée, effectivement, que pour lui, c'est un monde étrange, c'est un monde relativement opaque. Mais il refuse justement d'en faire une classe ennemie. Oui. Vous disiez qu'il s'opposait un peu à Marx, enfin il se faisait appeler un peu anti-Marx, mais vous mettez un point sur la différence qu'il y a par rapport à cette conception du peuple, dans le sens où il dit qu'avec Marx, le peuple devient ennemi. Mais en quel sens? Parce que si on se place du côté du peuple, ça va être plutôt la bourgeoisie, c'est en fait une relation conflictuelle que... Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en France, Tocqueville a été redécouvert parce que justement, c'était une alternative à la lecture marxiste des problèmes sociaux. Bon, pour une bonne part, au travers de l'œuvre de Raymond Aron et d'autres. Effectivement, Marx, qu'est-ce qu'il nous propose comme schéma? Il y a deux classes et qui sont dans une situation de guerre, de droit, qui plus est. Et il y a une classe, qui plus est, qui en quelque sorte peut témoigner d'un surcroît de lucidité et d'un surcroît de vertu. C'est, comment dire, on l'a suffisamment noté, Tocqueville est incapable de reconnaître une quelconque valeur intellectuelle ou morale au peuple. Donc il adopte une attitude qu'on pourrait qualifier de paternaliste. Alors que pour Marx, on peut très bien imaginer que justement d'un point de vue éthique et d'un point de vue de lucidité sur la réalité sociale, les prolétaires soient en quelque sorte la classe de l'avenir. Donc, enfin, je pourrais le dire autrement en me servant de mes mains. Bon, avec Tocqueville, vous avez effectivement 48. Mais in fine, il a tendance à installer la classe prolétarienne dans le statut d'une classe un peu infantile qui se laisse leurrer par de mauvaises idées, qui est traversée par ce qu'il appelle des passions cupides et des idées fausses. Si vous êtes chez Marx, vous avez véritablement une guerre de classe, mais qui historiquement doit tourner au profit de ceux qui font vraiment le travail, qui travaillent véritablement et qui, en quelque sorte, peuvent s'inscrire dans une pensée de l'évolution des sociétés. Mais au final, il méprise le peuple d'une certaine façon dans tout ce qu'il dit. Parce qu'il a beau ne pas glorifier la classe moyenne, oui. il considère le peuple de manière extrêmement négative. Condescendante. Ouais. Voilà. Au pire, dans le meilleur des cas, le peuple reste à sa place, et je ne vous ai pas parlé d'ailleurs de sa vision du système éducatif. Il ne sert à rien de donner une éducation à certains individus issus du peuple, cela ne pourrait en faire que des aigris. C'est vrai, c'est une forme de condescendance indéniable. Dans le pire des cas, c'est une menace. Lorsqu'il commence à s'agiter indûment, dans la plupart du temps, il va falloir faire avec. Il faut être capable de les éclairer. Voilà. Il n'y a pas de raison dans le peuple. Comme il le dit, le peuple sent beaucoup plus qu'il ne raisonne. Alors, la raison, elle est du côté quand même des classes moyennes. Merci. Vous dites qu'il faut éclairer le peuple, mais comment l'éclairer d'une autre manière que par l'éducation? Je soupire un petit peu. Oui. Vous savez, si on voulait parler un peu de philosophie, il y a quelqu'un que Tocqueville rencontre dans les couloirs de l'Académie, qu'il traite parfois d'éloquent barbouilleur, et il s'agit de Victor Cousin, qui va être en quelque sorte le ministre, le grand patron de la philosophie. Et qu'est-ce qu'il nous propose comme vision de la philosophie? Le professeur de philosophie est le gardien de l'ordre moral. Ça veut donc dire que pour les classes,
populaire. La religion, ce sera la seule éducation dont ils ont véritablement besoin. Et puis pour les classes moyennes et supérieures, qui vont aller par exemple jusqu'au baccalauréat, là ils ont besoin en quelque sorte de rationaliser. Mais il est convaincu qu'à partir du moment où vous êtes obligé de travailler pour gagner votre vie, vous n'aurez jamais les lumières suffisantes pour devenir des citoyens responsables. Et vous savez, cette histoire, ce n'est pas simplement le fait d'une sorte de snobisme, hein. Cela va traverser tout le 19e siècle. Et il faudra attendre un Jaurès pour être capable de dire que vous pouvez très bien être ouvrier et que votre jugement, finalement, mérite d'être considéré. Donc on oublie trop rapidement, y compris d'ailleurs lorsqu'on fait l'apologie en long, en large et en travers de ce qu'on appelle la République. La République, quand même, a pu tenir les prolétaires dans une sorte, effectivement, de statut infantile. La République a pu faire tirer sur les ouvriers. Hein. La République, ce n'est pas toujours l'imagerie d'Épinal dont on nous parle aujourd'hui, que l'on invoque à tort, enfin constamment, par exemple. Voilà. Donc il est, par exemple, pour les collèges agricoles. Donc pour les Normands, avoir quelques notions élémentaires, mais point trop n'en faut. Tu as dit qu'il faut respecter les ennemis. Est-ce que dans les guerres modernes, c'est pas exactement le contraire qui se passe? Il peut y avoir d'ennemis animalisés, déshumanisés, ce qui permet de le tuer plus facilement. Et pour les drones, on vise même plus un être humain, on vise une cible, une target. C'est effectivement presque l'analogue d'un jeu. Donc, est-ce que la guerre ne suppose pas forcément la déshumanisation de l'ennemi? Alors, au 18e, ce que j'ai essayé de montrer, non. Parce que nous sommes, je dirais, dans des guerres classiques, ordonnées, humanisées. Vatel parle même de politesse entre ennemis. Alors, tu as tout à fait raison. Nous sommes effectivement rentrés dans des guerres modernes. Enfin, je l'ai un peu court-circuité. Guerre moderne au sens où parfois ce ne sont plus des troupes réglées, mais des peuples entiers qui sont mobilisés. Guerre moderne au sens où effectivement il s'agit d'anéantir l'ennemi. Parce qu'à triompher, je dirais, le seul jus ad bellum. On est du bon côté, on a le droit effectivement de punir, d'exterminer, après avoir criminalisé. Et puis guerre moderne au sens d'une asymétrie de plus en plus prononcée. C'est vrai que d'un côté maintenant vous avez ceux qui règnent dans le ciel et vous avez effectivement ceux qui sont par terre, qui ne sont plus que des cibles. C'est vrai effectivement que les formes, on a beaucoup écrit là-dessus, que les formes modernes de la guerre, asymétriques ou pas, pour des raisons politiques ou pas, eh bien ce sont des guerres qui ont tendance à déshumaniser, à faire disparaître la catégorie de l'ennemi, au profit effectivement de la cible et des targets. Voilà.